Il arrive parfois qu'on nous demande, à nous autres comédiens de la voix dits amateurs, « Mais le doublage, c'est pas trop dur ?» ou « Mais comment vous faites ?» Et à ça, en général, je réponds « ça dépend. » Parce que, bien évidemment, à part la difficulté de réussir à jouer un rôle, on peut juste se contenter d'enregistrer une petite scène, coller notre voix dessus et basta, on envoie ça sur TikTok. Mais parfois, on a envie de faire un peu plus que ça. Et c'est là que les ennuis commencent. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer rapidement comment on monte un projet de doublage. Alors, d'abord, c'est quoi un projet de doublage ? Eh bien, c'est tout simplement la mise en place d'une succession d'étapes qui vont viser à produire une vidéo, une série de vidéos ou même une modification pour un jeu vidéo qui ajoute des voix ou remplace les voix déjà existantes. Et ces étapes, eh bien, elles ressemblent beaucoup à ce que font les professionnels pour produire la version française, par exemple, d'une série ou d'un jeu vidéo. La première chose à faire, eh bien, c'est déjà de bien choisir son projet. Trouvez une œuvre pour laquelle vous vous sentez motivé à réaliser un doublage. Bien prendre en compte la taille de ce que vous souhaitez doubler. Un unique épisode court, une séquence de plusieurs heures, une série avec plusieurs saisons et une centaine d'épisodes ? Car chacun de ces cas va présenter des défis et des problématiques bien différentes. Voir si l'œuvre que vous souhaitez doubler existe déjà en français ou non. Non seulement pour l'adaptation, mais aussi pour voir si l'œuvre est licenciée. Le doublage de fans est normalement couvert par ce qu'on appelle l'usage loyal, mais on n'est jamais trop prudent. Et enfin, si possible, obtenir l'autorisation directe des créateurs de l'œuvre originale. Surtout dans le cas d'une œuvre non licenciée. C'est toujours plus que bienvenu. Alors je citerai 2 points importants selon moi pour un gros projet de fandub. Le premier, c'est tout bête, c'est la préparation. Je vois beaucoup de personnes qui se lancent dans des projets de fandub et en fait qui commencent directement par le casting. Et c'est au moment où ils ont recruté des gens, des comédiens et comédiennes, que là ils viennent sur le serveur Discord et qui demandent « Bon, par contre j'aimerais bien quelqu'un qui peut m'aider pour le sound design, pour les bandes rythmo, pour la direction artistique. » Bah non, pour moi, ça c'est des choses qu'on doit faire en amont. On doit tout préparer. Pour moi, quand les comédiens arrivent sur le Discord, tout doit être prêt. Ils n'ont plus qu'à poser leur voix. Par expérience, les projets comme ça qui commencent à l'envers avec d'abord les comédiens et après on réfléchit à la préparation, 90% des cas, ils sont voués à l'échec, et pour pas dire 100%, quoi. Le deuxième point important pour un gros projet de fandub, là encore ça va être tout bête, c'est de vraiment aimer le projet qu'on fait. Voilà, personnellement, quand je commence un projet, je me dis pas, ouais, tiens, qu'est-ce qui pourrait plaire aux autres, qu'est-ce qui pourrait marcher sur YouTube. Je me pose tout d'abord une question. Si c'était ton dernier projet de toute ta vie, il n'y en aura pas d'autre après, lequel est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir à toi ? Parce que dans n'importe quel projet, surtout les projets longs, vous risquez de rencontrer des soucis. Vous allez avoir, ça peut être les comédiens déjà qu'il faut relancer pour dire pensez bien à rendre vos répliques à temps. Ça peut être aussi les comédiens qui vous lâchent. Donc vous allez avoir ces soucis du projet, qui vont rencontrer parfois les soucis de votre vie privée. Et là, à ces moments-là, vous allez avoir une perte de motivation. Et cette motivation, vous aurez du mal à la reprendre si ce que vous faites ne vous plaît pas vraiment. Si ce que vous faites vous plaît, au contraire, votre projet a de bonnes chances d'être une source de motivation. Ça va être, quand ça va pas, de se dire, là je vais travailler sur mon projet, ça me fait plaisir. Une fois le projet choisi, il est temps de passer à la première étape, l'adaptation. Cette étape consiste non seulement à traduire le texte de l'œuvre originale en français, mais aussi à s'assurer, d'une part, que la manière de s'exprimer des personnages est respectée, que le contexte est bien pris en compte, mais également que le nouveau texte sera en mesure de suivre les mouvements de lèvres des personnages. C'est également lors de cette étape que l'on choisit comment vont se prononcer les noms propres, s'il faut également traduire les appellations qui ont une consonance étrangère, et également se casser la tête pour trouver des nouveaux jeux de mots ou références qui atteindront le nouveau public. L'adaptation ne peut donc pas être une traduction fidèle à 100% du texte original. C'est le travail de l'adaptateur de s'assurer que le nouveau texte soit fluide et raconte dans les grandes lignes la même chose, quitte à modifier parfois drastiquement certains passages. Pour une adaptation réussie, il faut être un fin connaisseur de l'œuvre à adapter. C'est très bien de savoir faire de belles tournures de phrases et de ne pas perdre le sens du texte,
mais le plus important selon moi, c'est de toujours être vigilant au sous-texte également. Au sens caché qui parfois se profile au détour d'une phrase ou même d'un simple mot. Je recommande très fortement d'avoir toujours au sein d'une équipe d'adaptation au moins une personne vraiment spécialiste de l'œuvre pour orienter les choix finaux. Autrement, toutes les adaptations d'œuvres audiovisuelles sont les mêmes. On passe en boucle les passages vidéo, on note toutes les onomatopées nécessaires pour qu'elles ne soient pas oubliées sur la bande rythmo, c'est très important. Et on teste toujours l'adaptation en parlant par-dessus les personnages pour vérifier que la synchronisation labiale correspond bien. Néanmoins, il peut arriver que certains comédiens parlent plus vite ou plus lentement que nous lors du test et ne soient donc pas en phase avec l'adaptation retenue sur la bande rythmo. Et alors au directeur artistique et à la voix de réadapter ou le jeu ou le texte. Parfois, ils font également le choix de contacter l'équipe d'adaptation pour être certain de ne pas perdre le sens d'un potentiel sous-texte. Après l'adaptation, vient la réalisation des bandes rythmo. La bande rythmographique, invention française créée en 1949 au prestigieux auditorium de la Metro-Goldwyn-Mayer de Paris, est une petite bande manuscrite qui défile en même temps que les images. Elle permet aux comédiens de jouer leur rôle en suivant précisément le même rythme que l'action à l'écran. À l'heure actuelle, la bande rythmo est l'un des outils les plus indispensables pour faire du doublage. Grâce à elle, on va pouvoir s'assurer que les paroles des comédiens collent exactement au mouvement des lèvres des personnages et que les réactions suivent l'action à l'écran. Créer ces bandes est donc une étape cruciale qui nécessite d'observer rigoureusement le déroulé de la vidéo afin de coller progressivement le travail réalisé par l'adaptation exactement au bon moment, exactement sur la bonne longueur. Nous avons les textes, nous avons ce qu'il faut pour les dire de manière synchronisée, mais ne nous manquerait-il pas quelque chose ? Ah si, des voix ! Il est plus que temps de passer à l'étape de la sélection des comédiens. Pour ce qui est du domaine amateur, la manière de choisir des voix dépend énormément du projet en lui-même. Et il n'y a pas de mauvaise méthode, il faut juste trouver celle qui conviendra le mieux. Parfois, le directeur artistique, c'est-à-dire en quelque sorte le metteur en scène d'un projet de doublage, va choisir, tout comme c'est souvent le cas dans le milieu professionnel, des comédiens qu'il connaît déjà, et dont il sait que la voix et le jeu conviendra pour le rôle. Parfois, il lancera simplement un appel pour voir qui serait intéressé. Premier arrivé, premier servi. Et enfin, parfois, il mettra en place un casting pour permettre à tout le monde de tenter sa chance afin d'obtenir l'un des rôles. Bien évidemment, cette dernière solution demande beaucoup plus de temps et de travail, mais permet parfois d'avoir de belles surprises. Un casting, c'est avant tout une opportunité pour le DA et le comédien. Le premier peut ainsi garnir sa liste de contacts et peut améliorer le niveau de qualité de son œuvre, tandis que le second, lui, il gagne en exposition, en contact, en expérience, qu'il soit pris ou non d'ailleurs, et dans l'autre cas, il en tire potentiellement même un profit financier. Lorsqu'on lance un casting, le directeur de projet met à disposition des comédiens un certain nombre de textes qui sont liés au rôle. Après avoir écouté les auditions sur ces derniers, le directeur artistique choisit la personne qui lui semble être le plus capable d'endosser chacun des rôles mis en jeu afin que cela convienne, afin que l'on respecte l'œuvre que l'on adapte. Le plus difficile à mon sens dans un casting, ce n'est pas tant de choisir qui aura quel rôle. Non, ça en réalité c'est plutôt simple. Le plus difficile souvent, c'est de supporter les réactions amères, les remarques désobligeantes et les insultes malvenues de certains individus quand ils ne sont pas sélectionnés pour le rôle. Ils sont rares, mais c'est peut-être ça le plus difficile. Une fois ceci fait, nous arrivons au cœur du projet, l'étape d'enregistrement et de direction artistique. Selon les moyens mis en œuvre pour le projet, l'enregistrement des lignes de chaque personnage pourra s'effectuer en studio ou en distanciel. Mais dans un cas comme dans l'autre, les comédiens devront non seulement suivre la bande rythmo qui leur est attribuée, mais aussi et surtout les indications du directeur artistique.
Ce dernier accompagne en effet les comédiens pour leurs enregistrements, leur donnant des indications sur le jeu et les intonations à prendre, les aidant parfois avec du contexte, et veillant principalement à ce que la vision d'ensemble de l'œuvre soit conservée, le tout avec le meilleur rendu possible. Un enregistrement en studio possède l'avantage certain de s'assurer que toutes les répliques auront été enregistrées avec la même qualité. Le tout sous la surveillance d'un technicien preneur de son, ce qui facilitera d'autant plus le travail de mixage à la fin du projet. Je pense que le problème principal auquel on peut être confronté quand on est créateur de projet, notamment quand c'est notre premier, c'est de vouloir être trop gentil avec son équipe, de pas oser dire par exemple quand un audio ne nous plaît pas, ou alors de pas se sentir de virer quelqu'un pour le remplacer si on découvre que finalement à long terme ça ne suffira pas, ce qui là ne suffira pas. Je pense que le créateur doit faire la part des choses entre la fermeté et le fait d'être vexant. Être ferme, ça a rien de méchant. Faut aussi savoir faire passer aux comédiens sa vision de la chose, les orienter, comme ça ils pourront toujours faire mieux, surtout si le projet est à long terme, ça peut éviter les problèmes à long terme justement. L'intérêt premier d'un directeur artistique est de faire la passerelle entre d'un côté le réalisateur et de l'autre les comédiens. Il faut être familier avec les codes du type d'œuvre que l'on double pour comprendre comment y est narrée une histoire, puis comprendre l'intérêt de chaque personnage dans la série, l'histoire de ceux-ci, leurs ambitions, leur tempérament. Il faut vraiment comprendre ce qu'a voulu faire le réalisateur avec chacun de ses personnages dans chaque scène pour ensuite le demander aux comédiens. Vient alors l'autre travail du DA, la partie un peu plus humaine mais plus difficile pour le doublage amateur. Faire ressortir le meilleur de chaque comédien. Certains en amateur peuvent être parfois timides, d'autres très énergiques, mais finalement peu à l'écoute. Le DA doit faire de son mieux pour comprendre son comédien, le mettre à l'aise, comprendre comment il se sent, comment il ressent son doublage, comment il voit son personnage et comment il comprend la scène qu'il doit doubler, pour trouver les mots justes qui lui permettront d'ajuster son jeu à son personnage et à la scène. Il y a 2 points importants à noter quand on a un gros projet, ou en tout cas prévu sur le long terme. C'est avoir une certaine régularité dans le travail, quelle que soit l'implication dans le projet, que ce soit les gérants, la post-prod ou les comédiens. Arriver à du coup se tenir informé de comment avance le projet, se tenir informé du personnage que l'on incarne, pour tenir au mieux sur le long terme et pour le bon déroulement du projet. C'est pas évident parce que selon l'ampleur du projet et le nombre de personnages qu'il y a, le travail peut être en dents de scie. Et c'est pas évident pour tout le monde de travailler comme ça. Et le deuxième point, je dirais que c'est la communication. Pour le gérant, ça va être de communiquer où est-ce qu'il en est dans le projet, comment ça se déroule, comment ça se passe. Pour les comédiens ou la post-prod, ça va être surtout pour les disponibilités. Arriver à se caler des dates, à imposer des deadlines, dans la mesure du raisonnable évidemment. Arriver à prévoir les sessions de DA. Finalement, c'est un peu comme un chef d'orchestre qui va essayer d'organiser tout ça, avoir un planning et essayer de s'y tenir. Même si les imprévus existent, évidemment, et que personne n'est à l'abri d'imprévus. Évidemment, il faut avoir un minimum de sérieux pour ce genre de projet, et même être capable de dire « stop, je ne peux plus, je ne peux pas assumer le rôle », et le dire le plus tôt possible pour que l'équipe derrière puisse rebondir. C'est malheureux, mais ça arrive. Mais voilà, les imprévus existent, ça arrive, c'est pas grave, on avance, on voit le positif, et on est là pour s'amuser, progresser et être fier de son travail. Le projet est maintenant bien avancé, mais il reste encore beaucoup de chantiers à finir, et l'un des plus créatifs d'entre eux est le sound design. À moins d'avoir la chance de posséder une version de l'œuvre originale dépourvue de ses voix, pour réaliser un travail propre, il va falloir la plupart du temps refaire entièrement la bande-son de votre projet. Les voix, bien entendu, mais également les effets sonores. C'est le travail du sound designer de refaire un à un tous ces sons qui, par exemple, donnent de l'intensité à une scène d'action ou son ambiance à une scène pleine de tension. Pour cela, le sound designer a 2 solutions. Piocher parmi les banques de sons ceux qui vont convenir, quitte à les modifier légèrement, et les coller au bon endroit, ou bien les refaire soi-même à l'ancienne à l'aide d'un micro et d'une bonne dose de créativité. Selon moi, le sound design, c'est pouvoir recréer l'ambiance audio d'une scène en mettant les bons bruitages et les bonnes ambiances aux bons endroits. Ce qui peut parfois être difficile parce qu'on n'a pas accès aux bruitages originaux. On peut toujours utiliser des banques en ligne ou des banques accessibles, voire des bruitages qui sont disponibles sur YouTube. Et des fois, on est obligé de les refaire soi-même aussi. Ce
qui peut être parfois un peu difficile parce qu'on ne peut pas réussir à obtenir l'original, mais on peut toujours se rapprocher de l'original. L'important est de pouvoir réussir à habiller correctement la scène sans faire un contresens. Ce qui m'amène à une anecdote assez amusante, c'est que dans l'épisode 1 d'Danganronpa, j'ai fait le sound design, il y a un moment où il y a un jeu de klaxon qui se joue sur une moto, et j'étais incapable de trouver en fait cet enchaînement de klaxons de manière satisfaisante. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le même du squelette qui fait et je l'ai samplé, j'ai modifié la hauteur et la vitesse, et ça m'a permis d'obtenir un résultat assez satisfaisant pour cet enchaînement de klaxons. Avant de passer aux dernières étapes du projet, certains d'entre eux cherchent à aller encore plus loin dans les détails, à l'aide de 2 types d'adaptations qui demandent d'autant plus de talent. L'adaptation visuelle consiste ainsi, à l'aide d'un artiste 2D ou 3D, à retoucher des éléments de l'œuvre originale pour modifier, la plupart du temps, la langue dans laquelle les textes à l'écran apparaissent. L'adaptation musicale, quant à elle, consiste à réécrire et adapter les paroles des chansons présentes dans l'œuvre, pour les réenregistrer en français. Ce qui, bien évidemment, demande la participation d'un ou plusieurs chanteurs, voire d'un compositeur pour reproduire la musique en fond. Parfois, il y a des œuvres où il est nécessaire d'adapter à la fois des dialogues et des parties chantées. Dans certains de ces cas-là, il est très important de garder ce que j'aime appeler un écho entre eux. Pour l'exemple, je peux citer le travail de l'adaptation sur la série Ruby et Fer. Dans cette série, plusieurs vers des chansons sont directement inspirés par les paroles des personnages au cours des épisodes. Voire parfois, ils sont strictement identiques. Comme les dialogues ont besoin de suivre la synchronisation labiale, et les chansons, elles doivent respecter le nombre exact de pieds et parfois même obligent à employer des rimes, il devient bien plus difficile d'adapter la chanson à la série que la série à la chanson. On a donc tendance, dans cette équipe, à débuter l'adaptation par un premier jet des épisodes pour en ressortir le sens voulu et en précisant ce que l'on souhaiterait garder dans tel ou tel vers de la chanson. L'adaptation chantée prend cela en compte et se démène pour orienter les paroles dans cette optique. Mais elle doit parfois faire le choix de remanier cela pour correspondre aux notes, au rythme ou encore aux rimes. Même si les rimes de ce genre de vers sont hautement prioritaires sur les autres. Une fois l'adaptation de la chanson faite et validée, on réadapte les épisodes en conséquence pour garder un lien aussi fort que possible entre les dialogues et les vers qui se font écho, tout en respectant le sens du texte, du sous-texte et la synchronisation labiale de ces passages dans la série. Et nous voici presque arrivés à la fin du projet, avec les étapes importantes du mixage et du montage. Le rôle du mixeur est de prendre toutes les sources audio du projet, voix, effets sonores et musique, et de les mettre ensemble de manière harmonieuse, de sorte que chacun prendront l'importance prévue au moment de l'écoute finale. C'est également lui qui va s'occuper de rajouter les effets spéciaux sur les voix, ainsi que la spatialisation du son, c'est-à-dire faire en sorte non seulement que les sons résonnent différemment selon l'endroit où se passe la scène, mais également que s'ils ne doivent être entendus que d'un côté, cela soit respecté. Alors du coup, le mixage c'est un boulot artistique. Il y a plein de manières de mixer. J'ai eu d'autres manières de mixer comparé à celles que j'ai maintenant. Et du coup, tout le boulot va être de décider quelle couleur, quelle tonalité, dans quel sens est-ce qu'on veut entendre la voix. Et l'utilité pour le coup c'est quand même assez chouette parce que c'est pour donner un côté professionnel. Sans mixage, ça s'entend directement et le projet perd énormément de sa qualité. Pour le coup, c'est pas un boulot simple. Déjà parce que presque tous les espoirs reposent sur tes épaules à la fin du projet, mais aussi parce que ça prend du temps, des compétences et surtout un bon casque. Au passage, pour apprendre le mix, vous allez vous en bouffer des graphiques, les gars. Le montage, enfin,
regroupe tous les éléments du projet afin de les réunir en une vidéo finale, tout en s'assurant à ce que la qualité de chaque soit préservée. Félicitations! Après des semaines, voire des mois de travail acharné, qui ont mis en œuvre une multitude de talents et de compétences différentes, qui ont demandé une implication, une organisation, une réactivité très forte, le projet est enfin prêt. Il ne nous reste plus alors qu'à nous livrer au public, en espérant qu'il soit atteint par notre passion avant de commencer le prochain. J'espère que cette explication très concise vous aura permis de comprendre un peu mieux tout ce qui se cache derrière le petit monde du doublage dit amateur. Je remercie mes confrères qui ont eu l'extrême amabilité de se prêter au jeu en témoignant sur leur propre projet, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté du doublage de fans qui, jour après jour, continue de créer toujours plus d'œuvres incroyables, et je vous dis à très bientôt.